Tokyo, 1946. Deux hommes, qui avaient autrefois travaillé côte à côte, se tenaient maintenant dans la même pièce comme des étrangers. L'un venait de devenir le général le plus célébré de l'histoire américaine. L'autre avait été son supérieur, son mentor, l'homme qui écrivait autrefois ses discours et portait ses valises. Mais ce jour-là, lorsque Dwight Eisenhower arriva pour ce qui aurait dû être un simple briefing militaire de routine, il fit face à quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Une froideur si absolue, un rejet si complet qu'il le hanterait pendant des années. Ce qui se passa dans cette pièce révélerait une jalousie si profonde, un ressentiment si intense qu'il avait mijoté pendant plus d'une décennie. Voici l'histoire de la manière dont les deux plus grands généraux américains devinrent ennemis, et comment leur dernière rencontre se termina non par une réconciliation, mais par un silence dévastateur. L'année était 1935, et sous la chaleur étouffante de Manille, un jeune lieutenant-colonel nommé Dwight Eisenhower vivait la pire mission de sa carrière. Il servait comme assistant principal du général Douglas MacArthur, envoyé aux Philippines pour construire leur défense nationale. Eisenhower avait 45 ans et semblait n'aller nulle part. Alors que d'autres officiers de son âge progressaient dans leur carrière, lui était coincé à rédiger des rapports, gérer la logistique et corriger les discours grandioses de MacArthur. En essence, il était le chef d'état-major de MacArthur, mais traité davantage comme un secrétaire personnel. MacArthur était déjà une légende. Il avait été le plus jeune général de la Première Guerre mondiale, avait servi comme surintendant de West Point et avait été chef d'état-major de l'armée. Il vivait dans le penthouse du Manila Hotel, tenait court comme un roi et se désignait à la troisième personne. Eisenhower, en revanche, vivait dans un appartement modeste et accomplissait le travail quotidien épuisant qui permettait le fonctionnement de l'opération de MacArthur. Mais Eisenhower observait. Il apprenait et commençait à comprendre quelque chose de crucial sur Douglas MacArthur. Il nota dans son journal de cette période la sensibilité extrême de MacArthur aux critiques et son besoin constant de reconnaissance. Eisenhower documenta comment MacArthur ne pouvait tolérer aucun désaccord et exigeait une loyauté absolue, tout en offrant peu en retour. Le point de rupture arriva lentement. Eisenhower avait demandé à plusieurs reprises une mutation. À chaque fois, MacArthur refusa. Il avait besoin d'Eisenhower, mais Eisenhower étouffait. Dans une lettre à un ami, il écrivit qu'il avait renoncé à essayer de discuter avec MacArthur, car le général ne pouvait simplement pas accepter qu'il puisse se tromper sur quoi que ce soit. Dans ses écrits privés, Eisenhower décrivait son travail pour MacArthur comme l'une des expériences les plus frustrantes de sa carrière militaire. Finalement, en décembre 1939, Eisenhower obtint sa mutation. Il quitta Manille et retourna aux États-Unis, écrivant à sa femme qu'il se sentait libéré. Il pensait laisser MacArthur derrière lui pour toujours. Il se trompait. Leurs chemins se recroiseraient, mais la prochaine fois, tout serait différent. La prochaine fois, Eisenhower serait celui qui donnerait les ordres. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, la carrière d'Eisenhower explosa. L'homme qui avait été coincé dans des postes d'état-major pendant 2 décennies devint soudain indispensable. Le chef d'état-major de l'armée, George Marshall, reconnut ce que MacArthur n'avait jamais vu. Eisenhower possédait des capacités organisationnelles extraordinaires et une vision stratégique. En 1942, Marshall fit d'Eisenhower le commandant des forces américaines en Europe. En 1943, il devint commandant suprême des forces alliées. En 1944, il planifia
et exécuta le jour J la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Douglas MacArthur observait tout cela depuis le Pacifique, et selon les officiers d'état-major qui servaient avec lui, il fut profondément troublé par l'ascension d'Eisenhower. Son ancien assistant, l'homme qui corrigeait autrefois ses discours, dirigeait désormais la plus grande opération militaire de l'histoire. Eisenhower faisait la couverture du magazine Time. Eisenhower dînait avec Churchill et Roosevelt. Eisenhower devenait le visage de la victoire américaine en Europe. MacArthur avait son propre commandement dans le Pacifique, mais le théâtre européen dominait l'attention américaine et mondiale. MacArthur le savait. Les officiers proches de lui notèrent qu'il se concentrait de plus en plus sur son image publique. Il mit en scène des photographies élaborées de lui-même, débarquant à Lee. Tout était soigneusement chorégraphié pour le montrer revenant aux Philippines en héros conquérant. Il insista pour accepter personnellement la reddition japonaise à bord de l'USS Missouri, au centre de l'histoire. Tout ce que faisait MacArthur visait à reconquérir la vedette, mais le public avait déjà fait son choix. Eisenhower était humble, coopératif et effacé. MacArthur lui était impérial difficile et avide de reconnaissance. Lorsque la guerre prit fin en 1945, Eisenhower retourna aux parades de rubans à New York, au discours devant le Congrès et à l'acclamation universelle. Le président Truman le nomma chef d'état-major de l'armée en novembre 1945, le même poste qu'avait occupé MacArthur. L'élève avait surpassé le maître sur tous les plans mesurables. Au début de 1946, Eisenhower entreprit une tournée des installations militaires américaines dans le monde entier. En tant que nouveau chef d'état-major, il devait inspecter les forces d'occupation et évaluer les besoins militaires d'après-guerre. L'un de ses arrêts programmés était Tokyo, où MacArthur régnait en tant que commandant suprême des puissances alliées supervisant l'occupation du Japon avec une autorité quasi absolue. Le personnel d'Eisenhower organisa une rencontre entre les deux généraux pour la fin, janvier 1946. La réunion était prévue comme un briefing professionnel, une occasion pour Eisenhower de s'informer directement sur l'occupation et pour les deux hommes de renouer après des années de séparation. Mais dès que la rencontre fut programmée, le comportement de MacArthur changea. Les officiers d'état-major rapportèrent plus tard que MacArthur devenait tendu et irritable chaque fois que la visite d'Eisenhower était mentionnée. Il fit des commentaires dénigrants sur les capacités d'Eisenhower, suggérant qu'il avait simplement eu de la chance d'obtenir le commandement européen. Lorsque l'avion d'Eisenhower atterrit à l'aéroport de Haneda, à Tokyo, le 28 janvier 1946, MacArthur n'était pas là pour l'accueillir. C'était très inhabituel. MacArthur aimait le cérémonial et accueillait habituellement les visiteurs importants, en personne, avec tous les honneurs militaires. Mais pour Eisenhower, il envoya des officiers subalternes. L'omission fut remarquée par tous les présents. Eisenhower fut conduit au Daiichi Insurance Building, le quartier général de MacArthur, dans le centre de Tokyo. Le bureau du 6e étage avait été conçu pour imposer le pouvoir. Il était immense avec le bureau de MacArthur, placé au fond, obligeant les visiteurs à traverser longuement l'espace ouvert pour l'atteindre. Derrière le bureau, de grandes fenêtres encadraient une vue sur le palais impérial, soulignant le rôle de MacArthur en tant que dirigeant effectif du Japon. Ce qui se passa dans ce bureau a été documenté par plusieurs témoins, bien que leurs récits diffèrent légèrement sur certains détails. Tous s'accordent sur un point: la réunion fut extraordinairement froide. Plusieurs officiers présents
rapportèrent que MacArthur ne se leva pas lorsqu'Eisenhower entra. Il ne sourit pas. Il reconnut à peine l'arrivée d'Eisenhower, continuant plutôt à examiner des documents sur son bureau. Un aide écrivit plus tard que l'atmosphère était glaciale dès le premier instant. Eisenhower s'approcha du bureau de MacArthur. Selon ses propres souvenirs ultérieurs partagés avec des proches, MacArthur le salua avec une courtoisie minimale et lança immédiatement un monologue sur l'occupation. Il n'y eut pas de bavardage, aucune question sur la santé ou la famille d'Eisenhower, aucun souvenir de leur temps passé ensemble à Manille, seulement des affaires exposées sur un ton que plusieurs témoins décrivirent comme celui d'une leçon plutôt que d'une conversation. Pendant près de 90 minutes, MacArthur parla. Il exposa sa vision pour le Japon, ses politiques de démilitarisation, ses plans pour reconstruire la société japonaise. Il s'exprimait, selon les présents, comme s'il s'adressait à un officier subordonné recevant des ordres, et non à un père qui le dépassait désormais, techniquement dans la hiérarchie militaire. Il ne posa aucune question à Eisenhower sur l'Europe. Il ne manifesta aucun intérêt pour les défis auxquels Eisenhower avait fait face, ni pour les leçons tirées de la campagne européenne. Quand MacArthur fit enfin une pause et qu'Eisenhower tenta de poser des questions sur des politiques spécifiques d'occupation, les réponses de MacArthur furent brusques et dédaigneuses. À un moment donné, lorsqu'Eisenhower suggéra que certaines approches de démilitarisation utilisées en Allemagne pourraient être applicables au Japon, MacArthur l'interrompit. Selon plusieurs témoins, MacArthur déclara en substance « Vous commandiez en Europe, l'Asie est différente. Vous ne pouvez pas comprendre cela comme moi. » La condescendance était indéniable. Eisenhower, qui avait géré avec succès une coalition de commandants alliés difficiles, dont Montgomery de Gaulle et Patton, et coordonné la plus grande opération militaire de l'histoire, se faisait donner une leçon comme un simple cadet. Les officiers présents rapportèrent plus tard que l'expression d'Eisenhower resta neutre, mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient voir la tension dans sa mâchoire, le contrôle délibéré dans sa posture. La réunion dura moins de 2 heures. À sa conclusion, MacArthur ne fit aucun geste de chaleur. Selon les témoins, il se contenta d'indiquer que le briefing était terminé et retourna à ses papiers sur le bureau. Il n'y eut ni invitation à dîner, ni suggestion de conversation ultérieure, ni reconnaissance de leur histoire commune. Eisenhower et son entourage furent escortés par des officiers subalternes. Le trajet de retour vers l'aéroport se fit dans un silence presque total. L'un des aides d'Eisenhower se souvint plus tard que le général regardait par la fenêtre de la voiture le visage impassible. Ce ne fut que lorsqu'ils furent en vol loin de Tokyo et de la peur de MacArthur d'être éclipsé qu'Eisenhower parla. Il dit calmement à son chef d'état-major « C'est la réception la plus froide que j'ai jamais reçue d'un collègue officier. » Plus tard, dans des conversations privées avec des amis proches, Eisenhower fut plus explicite. Il décrivit la rencontre comme profondément blessante, non pas à cause d'un affront personnel. Il en avait enduré de plus graves, mais parce qu'elle révélait à quel point MacArthur était totalement consumé par la jalousie et le ressentiment. Eisenhower confia à un confident que MacArthur ne pouvait lui pardonner d'avoir réussi. Dans son journal personnel, Eisenhower nota que MacArthur semblait incapable de reconnaître qu'une personne, ayant travaillé sous ses ordres, puisse devenir son égal, et encore moins son supérieur. La nouvelle de cette rencontre glaciale se répandit rapidement dans les cercles militaires. Les officiers ayant servi sous les 2 hommes furent choqués par le comportement de MacArthur.
Certains y virent un autre exemple de l'ego légendaire de MacArthur. D'autres y discernèrent quelque chose de plus inquiétant, un grand général, incapable d'accepter que son moment de gloire soit passé, incapable de partager la réussite avec les autres, incapables d'être gracieux, même lors d'une rencontre privée. MacArthur ne parla jamais publiquement de cette rencontre, mais ses commentaires privés sur Eisenhower devinrent de plus en plus dédaigneux. Dans ses conversations avec des journalistes et dans ses mémoires ultérieures, MacArthur suggéra que le succès d'Eisenhower était dû à des ressources supérieures, des ennemis plus faciles et une meilleure chance. Il minimisa la complexité de la campagne européenne. Il ne mentionna jamais les années pendant lesquelles Eisenhower avait servi fidèlement sous ses ordres à Manille. Au contraire, MacArthur agissait comme si Eisenhower avait toujours été un rival, à diminuer, plutôt qu'un ancien subordonné, dont le succès aurait dû le rendre fier. Eisenhower, en revanche, maintint sa dignité en public. Lorsqu'on l'interrogeait sur MacArthur dans des interviews, il se montrait diplomatique, louant les réalisations militaires de MacArthur et sa gestion de l'occupation japonaise. Il ne parla jamais publiquement de la rencontre de Tokyo, ni de la froideur de MacArthur, mais en privé, il se montra plus franc. Il confia à des amis que MacArthur était un général brillant, mais profondément insécure, quelqu'un qui devait être la seule étoile dans chaque ciel. Le chapitre final de leur relation eut lieu en 1952, lorsque Eisenhower se présenta à la présidence. MacArthur, qui nourrissait ses propres ambitions politiques, observa son ancien assistant remporter l'investiture républicaine, puis la présidence, avec une victoire écrasante. Le jour de l'inauguration, le 20 janvier 1953, MacArthur assista à la cérémonie, mais évita soigneusement la file de salutation. Il se tint à l'écart de la foule, observant. Lorsqu'un journaliste lui demanda son avis sur le président Eisenhower, MacArthur répondit « Je connais Ike depuis longtemps. C'était le meilleur commis que j'ai jamais eu. » Cette seule phrase résumait tout. Après toutes les réalisations d'Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, libérateur de l'Europe occidentale, chef d'état-major de l'armée-président des États-Unis. MacArthur ne pouvait se souvenir de lui que comme d'un commis. C'était un ultime rabaissement mesquin de la part d'un homme incapable d'accepter que d'autres puissent le surpasser. Mais l'histoire a rendu son propre jugement. Aujourd'hui, Eisenhower est considéré comme l'un des plus grands généraux et président américain. Son humilité, son génie stratégique et sa capacité à construire des coalitions sont érigés en modèle de leadership. Des écoles des routes et des institutions portent son nom. Sa décision du jour J est étudiée dans le monde entier comme un exemple de courage et de discernement. MacArthur, quant à lui, est rappelé comme un commandant brillant, mais profondément imparfait, un général dont les dons stratégiques incontestables furent souvent minés par son ego démesuré. Sa destitution par le président Truman pendant la guerre de Corée est retenue comme un exemple de mise en garde sur le contrôle civil de l'armée. Ces dernières années passées à écrire des mémoires autocomplaisantes et à prononcer des discours sur sa propre grandeur sont vues davantage avec pitié qu'avec admiration. La rencontre glaciale à Tokyo, en janvier 1946, est devenue le symbole de quelque chose de plus grand dans l'histoire militaire américaine. La différence entre un leader qui cherche la gloire personnelle et un leader qui cherche à accomplir la mission. Eisenhower passa sa carrière à donner du pouvoir aux autres, à construire des coalitions et à se concentrer sur les objectifs plutôt que sur le mérite personnel. MacArthur lui passa sa carrière à construire sa propre légende, à marginaliser ses rivaux potentiels
et à s'assurer qu'il restait le centre de l'attention. Au final, une seule de ces approches laisse un héritage durable. MacArthur possédait un immense talent, mais manquait du caractère nécessaire pour célébrer le succès des autres. Eisenhower possédait à la fois le talent et la générosité d'esprit pour élever les autres, même ceux qui avaient été ses supérieurs. Lorsque Douglas MacArthur mourut en 1964, le président Eisenhower fut l'un des invités d'honneur aux funérailles. Il se tint parmi les personnes en deuil, rendant hommage à l'homme qu'il avait traité avec une telle froideur près de 2 décennies plus tôt. Certains y virent le dernier acte de grâce d'Eisenhower, d'autres y virent la preuve ultime de la différence entre les deux hommes. L'un gardait rancune jusqu'à sa mort, l'autre s'élevait au-dessus de cela même après la mort. L'histoire de MacArthur et d'Eisenhower rappelle que le talent seul ne détermine pas l'héritage. Le caractère compte, la générosité compte. La capacité à célébrer le succès de ceux qui ont travaillé pour vous est la marque de la véritable grandeur. MacArthur avait le talent mais manquait de caractère. Eisenhower possédait les deux, et l'histoire lui a rendu justice en conséquence. La rencontre à Tokyo n'était pas seulement une rencontre personnelle entre deux généraux. Elle représentait un tournant, le moment où une ère du commandement militaire américain, définie par le génie individuel et la gloire personnelle, commençait à céder la place à une nouvelle ère définie par la construction de coalitions, l'humilité et l'effort collectif. MacArthur représentait l'ancienne garde, incapable de s'adapter à un monde où le succès exigeait la coopération plutôt que la domination. Eisenhower représentait l'avenir, un leader qui comprenait que la véritable force vient du pouvoir donné aux autres et non de leur diminution. Et peut-être plus important encore, la rencontre de Tokyo nous enseigne quelque chose que tout leader devrait comprendre. Les personnes que vous guidez en chemin détermineront votre réputation par la suite. MacArthur n'a mentoré personne avec succès, et lorsque son temps fut passé, peu de gens regrettèrent la perte de son influence. Eisenhower a guidé beaucoup de gens, et lorsqu'il quitta la vie publique, toute la nation ressentit cette perte. La froideur que Dwight Eisenhower rencontra à Tokyo en 1946 nous dit tout ce que nous devons savoir sur les deux hommes. L'un était trop petit pour reconnaître le succès d'un autre. L'autre était trop grand pour garder rancune. L'histoire se souvient des deux, mais l'histoire ne célèbre qu'un seul. Et dans cette différence réside une leçon pour chaque génération. La grandeur ne se mesure pas aux honneurs que vous accumulez, mais à la grâce avec laquelle vous regardez les autres accumuler les leurs.